Stéphane Berquis qui va le présenter. Merci Eric, merci pour cette invitation. Alors effectivement, présenter Anne-Sophie Nicot, c'est déjà une longue histoire et je me suis dit comment je vais pouvoir présenter cette merveilleuse chercheuse. Alors pour moi, qui ai aussi quelques obédiences de psychanalytique, Nicot, tout était déjà destiné. N comme neurosciences, cette approche qui regroupe toutes les sciences nécessaires à l'étude de l'anatomie et du fonctionnement du cerveau. Le I comme Institut des neurosciences de Grenoble, puisqu'elle a intégré cet institut en 2017 au sein de l'équipe de biologie cellulaire et pathologie. Le C comme cellule. Vous êtes, Anne-Sophie, une passionnée de la cellule. Vous avez photographié, réalisé de merveilleux clichés et vidéos. Allez sur le net, vous les retrouvez. Le O, parce que pour mener toutes ces recherches, il faut être organisé. Et m'a-t-on dit, vous êtes aussi très organisé. Et enfin le T, parce que vous avez soutenu une thèse en 2007 sur les patients atteints de myopathie centronucléaire et patients qui présentent effectivement de grandes faiblesses musculaires. Et voilà, en 5 lettres, si le compte est bon, on retrace déjà votre parcours qui pour moi était déjà un peu prédestiné. La parole est à vous. Merci d'être là. Alors, qui est acquis. Donc, on est tous réunis aussi aujourd'hui pour le Téléthon. Comme vous le savez, le Téléthon vise à recueillir des dons pour aider les patients atteints de myopathie et aussi pour qu'on puisse faire de la recherche et leur trouver des traitements le plus vite possible. Donc, moi, je vais vous faire aujourd'hui une petite introduction sur qu'est-ce que c'est que le muscle. Et puis mes collègues vous parleront un petit peu plus de recherche. Je vais essayer de faire ça rapidement et de la manière la plus simple possible. Donc tout d'abord, je suis effectivement Anne-Sophie Nicot, je suis enseignante-chercheuse à l'Université Grenoble-Alpes. Je fais partie d'une équipe dont plusieurs membres sont là aujourd'hui et animent un escape game scientifique. Et ça, c'est des photos d'hier. On a fait une vente de gâteaux au profit du Téléthon. Donc on est à Grenoble, on travaille sur le muscle et on fait partie d'un grand réseau qui s'appelle MyoNeuralpes, où on travaille en collaboration avec des chercheurs de Saint-Étienne, Clermont-Ferrand et Lyon. Et notre réseau est intégralement financé grâce aux dons du Téléthon. Alors le muscle, qu'est-ce que c'est? On y va. Donc le muscle constitue une grande partie du corps puisque en masse, il représente presque 50% du poids total du corps. Donc on a 3 types de muscles. Les muscles striés cardiaques dans le cœur, les muscles striés squelettiques un petit peu partout dans le corps et les muscles lisses que l'on va retrouver au niveau des viscères, notamment l'estomac. Les muscles cardiaques et lisses répondent à des commandes qui sont involontaires. Tout se fait automatiquement, vous ne réfléchissez pas pour digérer, par exemple. Alors qu'au contraire, les muscles striés squelettiques répondent à des commandes volontaires. C'est votre cerveau qui va commander les mouvements. Ce sont ces muscles, les muscles striés squelettiques, dont je vais vous parler un petit peu plus en détail aujourd'hui. Il y en a beaucoup, comme vous voyez ici, avec des noms très compliqués. Il y en a presque 600 qui sont répartis dans tout le corps. Et ils ont différentes fonctions. La première fonction est de maintenir la posture et d'assurer le bon positionnement du corps. La deuxième fonction que vous connaissez tous est de contrôler les mouvements. Donc que ce soit des mouvements au niveau des bras, des jambes, mais aussi pour la déglutition, qui est contrôlée par des muscles squelettiques, ou la respiration, puisque le diaphragme qui régule la mobilité des poumons est un muscle strié squelettique. Les muscles stabilisent les articulations, puisqu'ils sont tout autour, et ils ont aussi une fonction dans le contrôle de la température. Vous voyez, quand vous faites de l'exercice, vous générez de la chaleur.
Comme je vous le disais, les muscles striés squelettiques répondent à une commande volontaire, donc ils sont reliés avec le cerveau. Le cerveau projette des neurones dans la moelle épinière, et dans la moelle épinière, la connexion se fait avec des neurones que l'on dit moteurs. Ces neurones moteurs vont aller jusqu'à des muscles, où ils vont se poser sur les muscles. Comme vous voyez en haut à droite, c'est une photo prise en microscopie électronique, où on voit un neurone et ses synapses qui vont se poser sur une fibre musculaire, et là vont avoir lieu des échanges entre le neurone et le muscle. Comme vous voyez sur la photo, les fibres musculaires, dont je vais vous parler un petit peu plus loin, sont striées, d'où le nom de muscles striés. Et muscles striés squelettiques, parce que ces muscles sont attachés à des os grâce à des tendons. Lorsque ces muscles se contractent, le fait qu'ils soient rattachés aux os avec des tendons fait que l'os va se relever et ça assure une flexion ou une extension en fonction de quel muscle se contracte. Alors, rentrons un petit peu plus à l'intérieur du muscle. Qu'est-ce qu'il y a dans un muscle? Les muscles, c'est comme des poupées russes. Il y a beaucoup de choses dedans. Vous avez ici, si on fait une coupe transversale dans un muscle, on voit que le muscle est constitué de faisceaux de fibres musculaires. Et donc, dans ce faisceau, on retrouve plusieurs fibres musculaires. Une fibre musculaire, c'est une cellule, une seule cellule, qui est très allongée et qui contient plusieurs noyaux. Et dans la fibre musculaire, la fibre musculaire est une cellule qui est hyper spécialisée. Elle contient énormément de protéines qui assurent la contraction et qui sont organisées dans ce qu'on appelle des myofibrilles. Aussi ici le grand filament. Et cette myofibrile, là encore, elle contient d'autres filaments qui sont des filaments de myosine et des filaments d'actine. Ce sont des protéines. L'organisation de ces filaments de myosine et d'actine est très particulière. Elles sont enchevêtrées comme ceci. Et elles forment une unité qu'on appelle un sarcomère. Ce sarcomère, il y en a plein dans la cellule qui sont répétés tout le long de la cellule. Donc énormément de sarcomères. Tout autour des myofibrilles, je vais vous en reparler un petit peu plus tard, il y a un petit réseau beige qui sont des réservoirs qui sont très importants pour la contraction. Alors cette contraction, comment elle a lieu? Elle a lieu grâce à ces enchevêtrements de myosine et d'actine qui vont en fait coulisser les uns par rapport aux autres. Donc si je vous montre un sarcomère, vous voyez que les myosines en bleu ont plein de petites têtes à leurs extrémités. Les têtes, dans un état relâché, la tête de myosine ne lie pas l'actine, mais lorsqu'il y a contraction, la tête de myosine interagit avec l'actine et elles vont coulisser, et en coulissant, ça va permettre la contraction du sarcomère, le raccourcissement en taille, comme vous le voyez en dessous. Lorsque les sarcomères sont contractés, ce sont tous les sarcomères le long de la fibre qui le sont, et donc la fibre musculaire entière se rétrécit, le muscle entier se rétrécit, c'est la contraction. Cette contraction, il faut qu'il y ait un signal pour qu'elle ait lieu. Le signal, il est assuré par le calcium. C'est la présence ou non de calcium en contact avec ces sarcomères qui va faire que la contraction va être déclenchée ou qu'au contraire, il va y avoir un relâchement. Alors, d'où vient ce calcium? Ce calcium, il vient des petits réservoirs qui étaient beiges avant, qui sont bleus maintenant, et qui sont sur cette image. On va zoomer dessus. Donc on a pris un petit peu plus de recul, on retrouve notre neurone avec l'axone. L'axone, il va relâcher des transmetteurs pour dire à la fibre musculaire, il va falloir se contracter. Ces transmetteurs sont réceptionnés au niveau de la membrane de la fibre musculaire et ça génère un tout petit courant électrique qu'on appelle un potentiel d'action. Ce potentiel d'action se propage tout le long de la membrane de la fibre musculaire jusqu'à atteindre des petits trous. Hop, et on va zoomer un petit peu plus pour voir ce qui se passe à cet endroit-là. Les petits trous en bleu, c'est comme des doigts de gants. Ce sont des invaginations de la membrane plasmique à l'intérieur d'une fibre musculaire. Ces doigts de gants, il y en a un petit peu partout, répétés le long de la fibre musculaire.
Les invaginations permettent la propagation du petit courant électrique à l'intérieur de la fibre musculaire. Et ce courant électrique va être reconnu par une protéine à la surface. Cette protéine, elle agit comme une clé. Alors j'ai peut-être un pointeur. Voyons voir, est-ce que je peux vous pointer? Non. Non, tant pis, on va le faire comme ça. La petite clé, c'est donc une protéine qui est dans le doigt de gant, qui a reconnu le signal électrique et qui va ouvrir la serrure en face, parce qu'il y a une autre protéine du côté des réservoirs. Ces protéines sur le côté du réservoir sont comme des portes. Si la serrure est ouverte, la porte s'ouvre et dans le grand réservoir, il est plein de calcium. Si la porte est ouverte, le calcium peut être délivré dans toute la fibre musculaire et comme je vous l'ai expliqué, s'il y a du calcium, les myosines et les actines vont coulisser les uns par rapport aux autres et il y aura contraction du muscle. Ce calcium ensuite est repompé à l'intérieur des réservoirs et s'il n'y a plus de calcium, les sarcomères se relâchent, il y a relaxation du muscle. Donc vous voyez à quel point le calcium a été important dans cette contraction. Nous, au laboratoire, à Grenoble, on étudie justement cette clé, cette serrure, cette porte. Parce qu'on s'est rendu compte que les protéines qui sont associées à serrure, porte, clé sont mutées dans plusieurs maladies génétiques. Donc ça veut dire que chez certains patients, la porte reste soit ouverte constamment, donc le calcium est constamment en contact avec les sarcomères, ou alors la porte au contraire ne s'ouvre pas. On a des problèmes d'ouverture et de fermeture de porte, et donc des problèmes de contraction musculaire. Donc on essaye d'étudier plus en détail quels sont ces problèmes, et on essaye de les corriger en trouvant des thérapies, soit pharmacologiques, soit thérapies géniques. Mes deux collègues qui suivent vont vous expliquer ce qu'elles font sur ce sujet. Des maladies neuromusculaires, nous on en étudie quelques-unes en laboratoire, mais il y en a plus de 400 qui existent. On entre en ce moment dans une nouvelle ère, parce que pour certaines maladies, on commence à trouver des traitements. Donc c'est l'ère de la thérapie génique. Ça commence à fonctionner, mais il y a encore beaucoup de travail à faire, puisqu'il y a encore 95% des maladies neuromusculaires qui n'ont pas de traitement. Donc il faut encore continuer à bosser très longtemps. La plupart de ces maladies neuromusculaires, elles sont dues à des problèmes de ce que je vous ai expliqué aujourd'hui, ces neurones et cette fibre musculaire, soit à des problèmes du neurone lui-même qui ne peut pas envoyer le message de contraction, soit à des problèmes à l'intérieur de la fibre, au niveau des myofibrilles, au niveau des réservoirs, ou d'autres problèmes, comme par exemple des problèmes au niveau des mitochondries, qui sont des petites usines à énergie au sein de la cellule, ou des problèmes au niveau de la membrane, certaines protéines qui n'assurent plus l'intégrité de la membrane. C'est le cas par exemple de la myopathie de Duchenne. Donc voilà, je vous ai fait une introduction assez rapide sur le muscle. Je vais passer le relais à mes collègues qui vont vous parler maintenant de traitement. Il y a 3 types de traitements, de thérapies qui sont étudiées. La thérapie pharmacologique, ma collègue Amandine va vous en parler, où là le but c'est de corriger avec des médicaments les dysfonctionnements. La thérapie cellulaire, où le but là c'est d'amener des cellules qui sont saines pour que le muscle puisse fonctionner correctement. Ou la thérapie génique, où là le but c'est de les corriger directement le gène, soit en le remplaçant, soit en le corrigeant. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous remercie beaucoup pour votre aide, parce que sans vous, la recherche ne se ferait pas. Et le Téléthon, on en a besoin pour continuer à avancer. Merci. Alors je crois qu'on a le droit à 1 ou 2 questions. Merci d'abord pour cette... C'est vrai que c'est très précis, c'est très intéressant. Ça va un petit peu trop vite, effectivement, pour un néophyte. Mais allez, qui se lance? Petite question. Prémène. Oui.
Est-ce que vous pouvez nous faire en deux mots le portrait d'un malade, de plusieurs malades? C'est-à-dire que là, on a vu sur le muscle quels étaient les effets de la maladie, mais quels sont les empêchements physiques qui résultent de tout cela? Alors, vous posez la question à un chercheur qui est dans son laboratoire. Malheureusement, nous, les malades, on ne les voit pas beaucoup. Donc, je pense, la plus mal placée pour vous parler des malades. Mais les malades, un symptôme vont être très très différents en fonction du problème qu'ils ont dans les cellules. Donc, ça peut être des défauts qui peuvent aller soit des défauts très légers, des difficultés à monter un escalier, jusqu'à des défauts très très graves qui sont un empêchement de respirer, un empêchement de manger. Donc les malades vont être intubés pour pouvoir se nourrir et respirer correctement. Il y a une très très large variété de gravité des symptômes et aussi l'âge d'apparition des symptômes est aussi très variable en fonction de la maladie, soit dès la naissance, soit des symptômes pour apparaître à l'âge adulte. Donc il n'y a pas un malade qui va ressembler à un autre. Moi j'aurais une question, tout cas assez personnelle. Je suis trompettiste et alors les trompettistes utilisent bien sûr les lèvres, ce muscle très particulier. Si on ne s'entraîne pas de manière extrêmement régulière, on perd très vite ce renforcement. Pourquoi par rapport à d'autres muscles? En fait, vous trompettistes, vous faites de l'haltérophilie comme pour tous les autres muscles. En fait, un muscle, lorsqu'il est entraîné, il va lui arriver plusieurs choses. Il va grandir en taille parce qu'il y aura plus de ce que j'ai montré, les myofibrés, c'est-à-dire ces structures qui vont se contracter. Il y aura production de plus de protéines, c'est plus grosse. Et aussi parce que si vous entraînez votre muscle vraiment beaucoup, il y aura plus de fibres musculaires qui vont se former au niveau de vos muscles. Donc il va y avoir une hypertrophie et ce qu'on appelle une hyperplasie. Donc vos muscles seront plus puissants. Vous êtes juste en train de lever des poids comme les gens à la salle en faisant de la trompette. Pari tenu, vous avez vu, on vous explique des choses compliquées avec des mots simples, on vous explique des choses très longues à étudier très rapidement. On ne peut pas pour l'instant poser une question parce qu'il faut qu'on tienne le temps et vous verrez pourquoi. Et je souhaiterais que vous remerciiez chaleureusement donc Anne-Sophie Nicot et Stéphane Perquis.